Bonjour, nous allons maintenant parler de la ventriculo-cysternostomie endoscopique en pédiatrie et tout d'abord parler de la technique opératoire. Et dans un deuxième volet, nous parlerons des indications et des résultats. Alors l'historique de la ventriculo-cysternostomie, ça remonte à plus d'un siècle maintenant, les deux premiers cas d'un Américain qui s'appelait Lespinasse, dont un patient a survécu. Bon, c'était une période héroïque, il n'y avait pas d'imagerie, il n'y avait pas de microscope, pas d'hémostase. Walter Dandy, lui, a développé le traitement de l'hydrocéphalie par la plexectomie endoscopique. Là aussi, il y avait un minimum de coagulation opératoire, il n'y avait pas de microscope, l'imagerie était réduite à sa plus simple expression. Donc là aussi, c'était vraiment une période héroïque. Et on rentre dans la période historique dans le courant, vers la fin des années 70, où les premières endoscopies ont été réalisées d'abord dans un but purement diagnostique, puis rapidement pour tenter de réaliser un traitement, notamment pour une sténose de l'aqueduc de Sylvius, cette période héroïque qui m'a été racontée par mon maître, le professeur Patrick Delaine. Et puis, à la fin des années 90, dans le courant des années 90, sont apparus des endoscopes dédiés, des neuroendoscopes qui ont vraiment changé la donne et ont permis de réaliser ces gestes endoscopiques, sachant les progrès qu'entre-temps avait fait l'imagerie et toute la prise en charge neurochirurgicale globalement. Alors, nous allons d'abord voir l'anatomie chirurgicale, qui est fondamentale de connaître pour naviguer dans ces ventricules. Alors, je rappelle que l'endoscopie, on ne voit qu'en deux dimensions et on travaille dans une seule, fondamentalement. Donc, c'est important de savoir reconnaître ces photos. Alors, donc en couronne à la gauche, en coupe sagittal à la droite, on va voir successivement les différents plans par lesquels on passe avec l'endoscope. Tout d'abord, le plan cortical, donc, qui nécessite une hémostase. Après quoi, on est dans le centre ovale, puis le corps calleux. Ce sont des structures qui sont pratiquement avasculaires, et donc on a extrêmement peu de risque de provoquer une hémorragie en rentrant sur l'endoscope. Après le corps calleux, on rentre dans le ventricule latéral et on va être en contact avec les éléments du foramen de Monro, le plexus choroïde, le fornix, et on va passer à travers ce foramen de Monro qui est en général augmenté de volume puisqu'on a une hydrocéphalie. De là, on passe dans le troisième ventricule. On se retrouve en contact avec la commissure grise qui est de taille variable, comme on va le voir dans la suite de cette présentation. Et puis, on passe à travers le plancher du troisième ventricule. On a également dans le troisième ventricule le corps mammillaire, on va passer en avant des corps mammillaires, et on va passer à travers la membrane de l'ilioquiste, qui est une structure un petit peu théorique, enfin, on va surtout passer à travers le plancher du troisième ventricule, et on va être au contact du tronc basilaire. Alors l'anatomie endoscopique, voilà des vues endoscopiques à différents stades d'une endoscopie. Donc on a en haut à gauche le foramen de Monro avec le plexus du ventricule latéral, la veine thalamostriée, la veine septale qui remonte le long du septum et qui croise le pilier antérieur du trigone, le pilier antérieur du fornix qui constitue la limite antérieure du foramen de Monro. Là, on est dans le troisième ventricule, donc on est au contact du plexus choroïde du troisième ventricule qui va continuer la toile choroïdienne à la suite des ventricules latéraux. On a la commissure grise qui ici est volumineuse. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte malformatif souvent, donc on va avoir parfois une commissure qui est très augmentée de volume, en particulier dans l'amyloménagocèle. Et puis on a le thalamus droit. Ici, on retrouve la commissure grise. On a visualisé l'anus de l'aqueduc de Sylvius. Plus en avant, on a le mésencéphale. Là, on arrive dans la partie qui nous intéresse précisément avec les corps mammillaires, qui vont être un petit peu la limite postérieure de la zone du plancher qu'on cherche à retrouver. On a le tubercinéreum qui, lui, constitue la limite antérieure à ne pas atteindre. Et puis, on devine le dorsum cellé à travers ce plancher du ventricule qui ici est relativement transparent, qui n'est pas toujours aussi transparent, mais qu'on peut palper le dorsum cellé avec les instruments endoscopiques. Une fois qu'on a ouvert les citernes, on va ici avoir d'avant en arrière le tubercinéreum, on est en regard de la tige, de la selle turcique et de l'hypophyse. Plus en arrière, on a le dorsum cellé qui est la limite postérieure de la selle et la limite antérieure de la poche de la besace méningée du troisième ventricule.
Ici, on a cette ouverture par laquelle on voit le nerf abducens qui vient du sillon bulbo-protubérantiel. On a ici la protubérance. Plus à gauche, on a le nerf trijumeau qui va se diriger vers le cavum de Meckel, qu'on voit ici parce que l'espace est élargi du fait de la présence de cette besace du troisième ventricule. Ici, on retrouve l'artère basilaire, l'artère cérébrale postérieure. Et donc, si on veut résumer l'anatomie des nerfs de cette région, il faut se souvenir que le 6, le 5 et le 7 sont perpendiculaires l'un à l'autre, le 6 vertical, le 5 antéro-postérieur et le paquet acoustique-facial transverse latéralement. Maintenant, on ne va pas toujours opérer, on ne va pas opérer des gens normaux, on opère des patients qui ont souvent des remaniements importants de l'anatomie intraventriculaire. Et c'est important de se repérer en notant d'abord le plexus du ventricule latéral, qui va nous identifier la veine thalamostriée. On a donc ce carrefour veineux, et donc ici, c'est bien la veine septale. Et cette bride blanche qui est en avant de ces différents éléments, eh bien, c'est le pilier antérieur du fornix. Donc, on a nos éléments qui vont donner l'anatomie du foramen interventriculaire de Monro. Ce qu'on voit ici en arrière, c'est un reste du septum qui est totalement vieillissant. Ce qui est au-delà, c'est le troisième ventricule. On a le corps mammillaire, le dorsum cellé. Ici, on a le thalamus droit. Et derrière, on voit la veine cérébrale interne, puisque la toile choroïdienne du troisième ventricule est elle aussi totalement vieillissante. Et puis, tout au fond, en avant, la limite antérieure, c'est la commission blanche, qu'on ne voit pas normalement, mais qui, dans ce cas-là, est parfaitement visible. Et tout au fond, on a l'artère basilaire qui nous regarde d'un œil torve. Comment va se dérouler l'intervention? Alors d'abord, ça commence par l'installation. Donc c'est important que la tête soit bien droite. Moi, j'aime bien qu'elle soit fléchie, de façon à ce que l'abord intraventriculaire soit à peu près vertical, dans le but de conserver le liquide cérébrospinal. Donc quand on installe l'enfant, il faut vérifier qu'il ne va pas être en intubation sélective quand on aura fléchi sa tête. Alors, la tétière fer à cheval me semble la meilleure indication pour positionner la tête. La tétière à pointe, il faut se méfier de cet enfant qui est en hydrocéphalie aiguë avec souvent des sutures dilatées, avec parfois des lacunes osseuses. Donc, il faut faire bien attention. En mettant sa tétière à pointe, je pense qu'on peut s'en passer. Et puis, je voudrais insister beaucoup sur la nécessité d'être très ergonomique, d'être bien installé face à l'écran, avec une prise de l'endoscope à deux mains, avec un appui sur le crâne. Il ne faut jamais quitter le contact du crâne, garder les coups de corps pour éviter des grands mouvements, et puis avoir une installation le plus possible dépouillée en évitant d'avoir un moteur, d'avoir des tas de choses devant qui risquent d'écraser l'enfant et qui risquent de s'en mêler au moment où on a besoin de manipuler les objets. Alors la visée, c'est très important de savoir se repérer avant d'entrer dans le crâne. On peut passer par le côté le plus dilaté, mais ce n'est pas forcément indispensable quand on a une bonne dilatation ventriculaire. On est à peu près à un travers de doigt de la ligne médiane. Donc ici, sur cette coupe coronale, ça fait 1,7 cm à peu près, ce qui nous donne une bonne distance de la ligne médiane. Et puis là, 1,8 cm en avant de la suture coronale, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être mieux d'être un tout petit peu en arrière, en tout cas à peu près 1 cm en avant de la suture coronale. Donc c'est bien de pouvoir visualiser la coronale et le début de la sagittale quand on fait l'abord cutané pour avoir des repères anatomiques. Et il faut faire attention, comme j'ai dit, à ce que la suture coronale peut être disjointe du fait de l'HTIC. Il faut palper le nasion pour se représenter visuellement le volume crânien et l'intérieur du crâne et essayer de se représenter mentalement où va se trouver la selle turcique. Alors, le repère classique de la ligne pupillaire, moi, je pense qu'il n'est pas facile à utiliser parce que, à très peu de choses près, on va être très facilement beaucoup trop en dehors ou beaucoup trop en dedans. Donc, il vaut mieux se repérer par rapport aux sutures et puis bien visualiser avant la mise en place des champs à quel endroit on va faire son incision et son trou de trépan. Et puis, quand on a fait son trou de trépan, on va descendre d'environ 5 cm. Alors, l'ouverture, je pense qu'il faut préférer de loin une incision arciforme qui va beaucoup mieux se fermer et qui va couvrir le trou de trépan plutôt qu'une incision antéro-postérieure qui risque d'entraîner des problèmes de cicatrisation, de fuite, surtout si on doit réopérer. C'est beaucoup mieux d'avoir une incision arciforme.
On va trépaner, alors il y a différentes techniques, soit avec un trépan électrique, mais je pense que c'est un trépan à main, c'est bien suffisant, ou même une simple spatule, une curette pour démonter la grande fontanelle. On expose la dure-mère et on va l'ouvrir autant que possible avec un bistouri, en faisant attention aux veines corticodurales qui peuvent se trouver là. Le plus souvent, les veines importantes sont en arrière, mais elles peuvent être très variables. Et puis, on va ouvrir la dure-mère de façon à pouvoir la fermer secondairement avec un prolène. Et la fermeture de peau, ce sera avec du fil rapide pour la peau et la peau. Alors l'incision, c'est important qu'elle soit bien perpendiculaire à la peau, il ne faut pas aller jusqu'à l'os parce que au lieu de l'os, on risque de tomber sur la grande fontanelle. Et puis si on fait une incision qui est oblique comme ici, on risque d'avoir une fermeture de très mauvaise qualité. Donc il faut vraiment être bien perpendiculaire à la peau. Et puis, la fermeture, il faut éviter d'avoir des fils qui dépassent. Donc, il faut utiliser plutôt des points inversés pour la sous-peau et des points simples pour la peau ou des insurgés, de façon à éviter d'avoir des fils de sous-peau, surtout des fils à résorption lente qui vont dépasser pendant des semaines et provoquer une suppuration. Et puis, chez le petit nourrisson, on va plus volontiers utiliser un fil comme le prolène, qui est un monofilament avec une aiguille conique et non pas triangulaire. L'introduction de l'endoscope, je pense que c'est bien pour la ventriculo-cysternostomie de l'introduire monté sur le bras articulé. En fait, on fait sa visée avant de rentrer en endoscope. On vérifie qu'on est bien axé par rapport à la région de la selle turcique qu'on s'est visualisé mentalement. Et quand on a un bon alignement, on descend simplement l'endoscope d'environ 4 à 5 cm. Donc le bras de l'endoscope, il doit être monté de façon à pouvoir garder sa mobilité, à ne pas être bloqué avec un angle mort. Et il faut faire attention que le poids du bras de l'endoscope risque de déstabiliser l'endoscope lui-même. Donc il faut bien demander à l'assistant de soutenir l'articulation de ce bras et de prévenir quand le bras est bien mobile. Donc on rentre on voit qu'on a eu des la deuxième application, c'est une dans des complexes. Donc on commence par un temps exploratoire. Une opération, ici, c'est une ici, c'est une post-hémorragique, on voit des décès et puis ici, on voit un décès sérieux la partie postérieure du ventricule latéral. Ici, on a un globule de pus qui montre qu'en fait, il s'agit d'une hydroséphanie post-hémorragique et post-infectieuse. Dans d'autres cas, ici, c'était une endoscopie pour une tumeur de fosse postérieure qui s'est avérée être un méduloblastome. Et ici, on constate des nodules sous-épendymères qui montrent qu'il s'agit d'un méduloblastome métastatique. Et chez ce même patient, on a eu la surprise de découvrir un nodule de la paroi du ventricule qui n'avait rien d'évocateur d'une métastase et qui radiologiquement était typique d'un amartome. Donc il n'avait rien à voir avec le méduloblastome. L'ouverture du plancher, donc la stomie, on va faire une perforation du plancher. Alors là, les avis divergent. Ma préférence va vers l'utilisation des micro-ciseaux endoscopiques qui permettent de bien décider à quel endroit on va faire sa perforation. Vous voyez, là, il y a eu deux craques dans l'ouverture du plancher. Je vous le refais. Vous voyez, on va approcher, on bute sur le dorsum scellé et là, on va perforer avec une première ouverture et une deuxième. Donc, l'avantage des micro-ciseaux, c'est qu'on n'est pas dirigé par la géométrie du plancher du troisième ventricule. On peut faire la ponction exactement là où on a décidé de la faire, à la différence des autres instruments mousse, comme la sonde coagulante, à froid, bien sûr, ou le ballon. Je pense que c'est mieux d'avoir un instrument bien rigide qui va faire la perforation exactement là où on a décidé.
Une fois qu'on a perforé, on va dilater. Alors, historiquement, on utilisait la sonde de Fogarty, qui pose quand même un problème, c'est que le ballon il va forcément se gonfler soit au-dessus, soit en dessous de l'endroit où on a envie d'élargir le trou. C'est comme la barbe du capitaine Haddock, soit au-dessus, soit en dessous. Et on a beaucoup bénéficié du neuroballoon qui a été créé exactement pour ça, qui a une forme en 8 et qui va permettre de dilater exactement là où il faut. Et quand on est dans la citerne, on va explorer, mais de loin, et surtout pas faire du tourisme inutile. Donc l'intérêt du neuroballon, c'est qu'on va l'introduire non gonflé. On commence par gonfler le ballon qui va dilater en premier, le ballon proximal. Une fois qu'il est un petit peu gonflé, on l'abaisse de façon à ce que le nœud du 8 soit exactement à l'endroit où on veut faire la dilatation. Et ensuite, on dilate le deuxième ballon qui va élargir la stomie exactement là où on l'a décidé. Alors, les différentes options chirurgicales, on a l'installation, donc je préfère la tête fléchie pour conserver le LCR avec un risque d'intubation sélective dont il faut prévenir l'anesthésiste. L'incision, je pense qu'il faut qu'elle soit arciforme de façon à couvrir le trou de trépan. Il faudra faire attention à la vitalité du scalp, notamment si on doit réintervenir à disséquer en sous-galéal et non pas en extra-galéal, parce que là, on risque de dévitaliser son scalp. Le trou de trépan, on peut le faire à la curette ou au traitement manuel. L'intérêt, c'est d'avoir une ergonomie très simplifiée. Et il faut faire attention à ne pas rentrer à travers une suture disjointe. L'ouverture de la diurmère, elle doit être linéaire en évitant de coaguler la diurmère de façon à ce qu'on puisse avoir une diurmère suturable. Il faut se méfier des veines corticodurales qui peuvent être très variables. L'introduction de l'endoscope, on l'a fait monter sur le bras avec un alignement stéréotaxique qui va nous permettre de descendre, stéréotaxique entre guillemets bien sûr, qui va nous permettre de descendre progressivement l'endoscope sur 4 à 5 cm. Il faut faire attention quand on perfore l'épendyle, il peut y avoir des veines. Le repérage intraventriculaire, on va suivre le plexus qui donne le repère du trou de Monro et il faut faire attention à ne pas abîmer le pilier du trigone. La perforation du plancher, on l'a fait avec les micro-ciseaux préférentiellement. L'avantage, c'est que ça ne glisse pas. Il faut faire attention, bien sûr, à ne pas être dans le tronc basilaire, surtout pas en arrière. Le retrait de l'endoscope, on met du Sciogène tassé pour éviter la contamination extérieure du sang. Évidemment, ça n'empêchera pas le liquide de sortir si le liquide est sous pression. Et la fermeture avec des fils rapides en sous-peau et en peau. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'enlever. Chez l'enfant, c'est un gros avantage. Est-ce que ça peut favoriser des fuites parce que ça peut avoir un effet de mèche? On sait surtout chez les nourrissons, on va plutôt mettre un monofilament de prolène. On peut faire des gestes associés à l'endoscopie. Ici, la septostomie, là, ce sont des photos d'un enfant qu'on a opéré pour la septostomie sans faire de gestes de ventriculo-cysternostomie endoscopique, mais on peut également, lors d'une ventriculo-cysternostomie, faire une septostomie si ça s'y prête bien. On peut faire une kystostomie, là, on va coaguler le dôme d'un kyste. Et puis une kystocysternostomie, c'est une photo que j'ai montrée à l'instant, avec le plancher du kyste qui est fenêtré dans la citerne, de façon à avoir une communication par en haut et par en bas. On va prélever du liquide cérébrospinal lorsqu'il s'agit d'une hydrocéphalie tumorale, en particulier une tumeur de la région pinéale. Et les biopsies, on va en parler dans un instant. Et puis, on peut se permettre également, dans certains cas, de reperméabiliser un aqueduc lorsqu'il s'agit d'un quatrième ventricule exclu, comme ici. On met le neuroballon en évitant de le gonfler. Donc ici, c'est une vidéo opératoire d'un enfant qui avait une hydrocéphalie cloisonnée. Vous voyez qu'il y a un V4 qui est dilaté, sous pression. Là, on est en train de perforer le plancher du troisième ventricule. On voit qu'il bat, on devine qu'il y a le tronc basilaire juste en arrière de l'endroit où on fait son ouverture. Donc, on peut prendre sur parole, c'était bien le plancher du troisième ventricule. On s'est repéré en palpant le dorsum cellé, on a dilaté, on voit qu'il y a une perméabilité des citernes qui est plus ou moins bonne, sachant que c'est une neurocéphalie post-hémorragique. Et puis, on va ensuite aller vers l'aqueduc pour essayer de le reperméabiliser. Donc là, on est sur l'aqueduc, on devine qu'il y a une membrane, on devine également que le liquide est très albumineux, on voit un petit peu ces reflets d'un liquide très épais. Et puis là, on dilate l'aqueduc avec le neuroballon autant que possible sans le gonfler pour éviter de créer des problèmes oculomoteurs qui peuvent être graves.
Et voilà la vue en fin d'intervention où on a l'ouverture du plancher, l'aqueduc qui semble perméable. Alors combien de temps il va rester perméable, ça, la question est ouverte. En tout cas, c'est une solution possible pour simplifier les hydrocéphalies complexes comme post-hémorragiques. Les biopsies endoscopiques, elles peuvent être utiles, malheureusement, on a des prélèvements qui sont extrêmement peu conséquents. D'abord, il faut se demander si on va pouvoir faire la ventriculocysternostomie et la biopsie. Donc, est-ce que l'axe de travail sera correct? Est-ce qu'on devra faire un abord biportal? J'en ai pas l'expérience et je pense que c'est un peu hasardeux. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord faire la stomie, parce que si on fait saigner la tumeur, on n'y verra plus rien, on ne pourra même pas faire la stomie, il n'y aura plus qu'à laisser une dérivation externe. Et puis on se pose la question du rendement. Les prélèvements sont de petite taille, habituellement on a un canal de travail de 1 mm, avec on a donc une sphère qui fait au maximum 1,5 mm3, ce qui correspond à 15 000 cellules, en espérant pouvoir faire un diagnostic là-dessus, sachant que l'anapathe, la biologie moléculaire, demande des prélèvements beaucoup plus conséquents. Donc le risque, c'est de ne pas répondre réellement à la question. En tout cas, il faut surtout ne pas oublier de rechercher des marqueurs tumoraux pour les tumeurs pinéales ou de la région de la langue tectale. Les pièges chirurgicaux, bon, moi j'ai parlé déjà des veines corticodurales. On a le plus souvent les grosses veines précentrales, elles traversent l'espace méningé en regard de la suture coronale, donc on est légèrement en avant. Malgré tout, il peut y avoir des variations anatomiques. Et donc, si on a un saignement veineux à l'ouverture de la diurmère, il faut faire l'hémostase et puis passer un peu plus en avant en essayant de garder la même distance par rapport à la ligne médiane. Parfois, on a des veines sous-épandymères, donc ça c'est un piège imparable quand on rentre dans le ventricule, ça saigne, et la seule solution, c'est de rincer. Ensuite, on peut avoir une besace du troisième ventricule qui descend très bas, qui peut descendre même jusqu'à la jonction crânio-cervicale. Donc la question, c'est est-ce que l'endoscope sera suffisamment long? Ici, on avait un trajet de 15 cm pour aller dans le plancher de cette besace. Et puis, quand on a une clinoïde haute, on peut être très gêné pour accéder au plancher, au bas de cette poche. Ensuite, on peut avoir un plancher du troisième ventricule qui est opaque, donc on ne visualise pas le thrombosilaire, donc c'est à la palpation qu'on va repérer le dorsum cellé, faire une perforation juste en arrière, et on sait qu'il y a un petit espace entre le dorsum cellé, le clivus et le thrombosilaire. En tout cas, il ne faut surtout pas être en arrière du thrombosilaire. Et puis le plan chirurgical trop ambitieux, ici, on avait espéré faire une biopsie de cette tumeur et la ventriculo. Or, il n'était pas possible de passer derrière le clivus par le trou qui avait été fait, donc il a fallu faire une deuxième intervention pour faire cette ventriculo-cysternostomie. Ici, c'est un faux piège qui est souvent allégué quand il y a une tumeur de fosse postérieure. Le tronc cérébral est plaqué vers l'avant, ce qui est vrai, mais il n'est pas uniquement plaqué vers l'avant. Il y a également une élévation du mésencéphale, ce qui fait que le plancher, il est verticalisé. Donc ici, on a un plancher qu'on peut mesurer à presque 8 mm, ce qui est largement suffisant. Et l'axe de vision, il est oblique par rapport au plancher. Et donc, on aura tout à fait la possibilité de passer à travers cette membrane, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Ici, on peut choisir, on voit le thrombosilaire, on sait qu'on peut fonctionner juste entre le dorsum cellé et le thrombosilaire. L'endoscopie chez le petit enfant, il y a des particularités techniques. On peut simplement ouvrir la fontanelle ou bien la désinsérer de façon à faire une petite craniectomie. La diurmère, on l'incise en évitant de la coaguler pour pouvoir la fermer. On fait une coagulation corticale qui est limitée pour ne pas faire de nécrocellulaire et éviter de créer une cheminée par laquelle le LCR va pouvoir sortir. La diurmère, on tentera de la suturer à la fermeture et puis on fermera le scalp avec du prolène. Donc, on va utiliser en premier les Hofwegeser pour décoller l'os de la suture et de la grande fontanelle, l'incision avec une lame de 11, et puis la fermeture avec un monofilament, une aiguille conique et non pas triangulaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez les trouver sur le site Arterance. Et puis, il y a d'autres cours en ligne et d'autres vidéos sur YouTube. Je vous remercie de votre attention.